Bienvenue dans un nouvel épisode de We IT Capable. C'est avec un immense plaisir que nous recevons aujourd'hui une femme d'État qui allie compétences reconnues à une vision stratégique qui est résolument tournée vers l'action. Nous avons la chance de compter aujourd'hui avec nous, avec Madame Kathleen Florestal, ministre du Plan et de la Coopération externe. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Monsieur Michon. Merci d'être avec nous. Comme vous le savez tous, son parcours illustre une combinaison qui est très rare, une compréhension approfondie des mécanismes internationaux de financement, surtout appliqués au développement, et qui est alliée à une connaissance intime des réalités haïtiennes. Elle possède une expertise technique extrêmement solide qui couvre les politiques macroéconomiques, la gestion de la dette publique, la mobilisation des ressources, la maîtrise de l'environnement et de la coopération externe, ainsi que la planification stratégique incluant l'aménagement du territoire, le développement sectoriel et, comme nous le savons tous, la coordination des investissements publics qui est un élément central de son mandat. Elle a passé un peu plus de 20 ans au sein des institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, où elle a coordonné des négociations pour ce continent, notamment en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Aujourd'hui, elle est avec nous, mais avant de prendre fonction comme ministre du Plan et de la Coopération externe, elle a occupé des fonctions stratégiques dans l'administration publique, notamment comme chef de cabinet au ministre de l'Économie et des Finances, directrice du contrôle de crédit à la Banque de la République d'Haïti et directrice du cabinet du ministère de la Justice en sa qualité de juriste. Elle a pris la direction du MPCE en même temps qu'elle a été ministre de l'Économie et des Finances, et c'est en novembre 2024, suite au changement de cabinet ministériel, qu'elle garde son poste au sein du ministère de la Planification et de la Coopération externe, lui donnant ainsi une compréhension complète des mécanismes budgétaires et des leviers économiques du pays. Donc aujourd'hui, à la tête du ministère, nous la saluons et je voudrais la remercier pour cet entretien que je suis certain sera extrêmement intéressant pour notre public. De nouveau, rebonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors, commençons un peu notre conversation. Avant tout, comme je l'ai dit, vous avez un parcours exceptionnel, un parcours unique qui vous a exposé à la coopération internationale, notamment les institutions de Bretton Woods. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une fonction clé au sein de l'État. Comment vous voyez que ce bagage professionnel, mais aussi, je sais, votre conviction, affecte et vous motive dans le cadre de votre travail, notamment dans le cadre de vos fonctions? Et il y a deux choses. Il y a l'expérience que j'ai faite en Haïti dans la fonction publique, comme vous l'avez mentionné, et au ministère des Finances, à la Banque centrale, brièvement au ministère de la Justice. Et j'ai d'autres expériences que beaucoup de personnes ignorent parce que l'autre jour, ils ont été surpris d'apprendre qu'ils ont vu une photo lors des 50 ans du Bureau des mines. En fait, j'ai commencé au Bureau des mines et de l'énergie. Ben voilà. Comme jeune économiste de projet. Et ça a été, quand je suis entrée après mes études, la première fois, ça a été vraiment passer à la faculté aussi pour apprendre le droit. Ça vous permet de vraiment intégrer la culture haïtienne en termes de l'administration et tout. D'ailleurs, beaucoup des dirigeants, surtout dans le domaine de la justice et de la police, beaucoup des camarades qui étaient à la faculté de droit étaient aussi des policiers et autres. Ils sont venus par la suite, il y avait aussi des parlementaires. Ils ont occupé par la suite des fonctions de secrétaire d'État à la justice, etc. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est deux choses. Quand vous restez dans le pays complètement, parfois vous avez un avantage comparatif, vous connaissez beaucoup de personnes. Je n'ai pas connu autant de personnes parce que j'ai fait une grande parenthèse hors du pays. Mais quand je suis retournée, le passage en faculté de droit m'a mis dans le bain. Et à l'époque, il y avait des déchoucages, il y avait toutes sortes d'histoires. Vraiment dans le bain haïtien et des revendications. Et ensuite, et ce que j'ai appris tout de suite, c'est de faire un effort, d'ouvrir sa façon de penser, de ne pas penser seulement comme ceux qui sont autour de vous. Et même avant d'aller rejoindre les institutions de Bretton Woods à l'extérieur, j'étais le vis-à-vis de la plupart des institutions internationales dans mon dernier poste au ministère des Finances. Et j'ai réalisé qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a
déjà un préjugé lorsqu'on voit quelqu'un dans la fonction publique, ce qui est malheureux, je le relevais à chaque fois. Il y a un préjugé d'incompétence et de corruption. Et ça, c'était depuis la fin des années 80 et jusque au début des années 2000. Et je m'amusais alors, et la remarque qu'on me faisait le plus souvent, lorsqu'on apprenait qui j'étais, ce que j'avais étudié, où j'avais étudié, qu'est-ce que vous faites au ministère des Finances? Donc, j'ai tenu en plusieurs fois à dire d'arrêter de dire ça, parce que ça décourage même ceux qui veulent rester. Bien sûr. Ça ne m'a pas découragée, mais c'est comme si je n'aurais pas dû être chez moi, dans les ministères pour aider. Et je me suis amusée les premières années que j'étais à Washington de répéter, vous savez, c'est la même Kaitlyn Forrestal qui est là. Mais quand j'étais au ministère, il y avait une présomption de corruption, une présomption d'incompétence. Mais puisque je suis dans un organisme international, subitement, on reconnaît mes compétences. Je suis obligée de le dire. Et je le dis pour les autres, pour les jeunes, qu'il ne faut pas se décourager. Et même lorsque j'ai intégré la BID, comme consultant et puis ensuite comme économiste senior pour Bahamas et Haïti, j'ai eu des contreparties des gens qui étaient jadis des managers, ma contrepartie en Haïti, qui m'ont voulu du bien, au fond, et qui m'ont donné beaucoup de conseils pour la BID. Et ils m'ont dit, oubliez votre passé en Haïti. Ne faites pas référence à votre passé en Haïti, ça va vous bloquer. Ça m'a choquée. Et c'est comme si la plus que décade que j'avais passée en Haïti, c'était un passif sur mon CV. Et j'ai fait le contraire. Et j'ai fait le contraire chaque fois que j'en avais l'opportunité. Et jusqu'à présent, récemment, j'ai fait une entrevue en Espagne et on me demandait je racontais une histoire parce que j'ai été à quelque part de privé. Et un ambassadeur d'une république voisine qui était là, que je connaissais même pas, j'étais très étonnée qu'il vienne m'aborder. Il connaissait qui j'étais. Et je raconte à mes collègues à la Banque mondiale, ah, tu sais, je peux dire, c'était un représentant de la République dominicaine, l'ambassadeur de la République dominicaine dans l'EEA, je crois qu'il était, moi, je me rappelais pas de lui du tout. Et je dis à mes collègues, ah, comment il a fait pour me reconnaître? Il m'a dit, mais Kaitlyn, tu plaisantes? Tu as Haïti sur ton front partout où tu passes. Donc, ça a été ma boussole. Et la première fois que je suis entrée après mes études aussi, j'ai eu beaucoup de recommandations contre. Quand j'ai encore dit que je préfère travailler dans l'administration publique, on m'a dit que j'étais folle. Quand je suis retournée après le collège, des amis de l'école ont cherché des travaux dans le privé. J'ai dit non, je veux servir dans le public. Quand j'ai fait ma maîtrise, la plupart des collègues restaient pour faire ce qu'on appelle practical training, travailler aux États-Unis pour 18 mois dans votre branche. Je l'ai pris par mesure de précaution puisque tout le monde me disait tu dois le faire, tu dois le faire. Le papier est venu et je suis entrée en Haïti. Et je peux dire que c'est cette conviction que nous devons tous avoir pour pouvoir faire quelque chose avec notre pays. Et j'ai quitté un poste que j'ai occupé pendant des années, le représentant d'Haïti à la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Et un de mes soucis, c'était qui allait succéder. Et je m'imaginais que ce soit le gouvernement, quelles recommandations j'allais donner et en ce qui a trait au profil des candidats qu'ils devraient considérer. Et je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir décidé personnellement de servir son pays. Parce que si vous n'avez pas décidé de faire ça, lorsque vous allez dans une négociation, vous serez trop attiré par ce qui est subtilement mis devant vous et vous n'allez pas défendre les intérêts d'Haïti. Il faut avoir le cran de défendre les intérêts de vos pays, même lorsque vous êtes en face de géants et de personnes qui pourraient à l'avenir vous ouvrir des portes que beaucoup de personnes cherchent. Donc, je pense que c'est cette conviction, et je l'ai eu de mes parents, particulièrement de mon père, qui m'a répété toute ma vie que, et à moi et pas seulement à moi, à ma sœur aussi, que nous sommes des privilégiés
en Haïti que nous avons pu étudier que nous devons quelque chose au pays. Et après avoir passé 20 ans à l'extérieur, et j'ai été très fortunée comparé aux autres, j'ai travaillé sur Haïti pendant ces 20 ans. Parce que je n'ai pas été dépaysée. J'ai travaillé, au départ, je travaillais sur l'Amérique centrale comme consultant. Ensuite, j'ai représenté Haïti au Fonds monétaire et à la banque. Et il y a eu un intermède où que j'étais économiste senior à la BID pour les Bahamas et pour Haïti. Et je suis retournée au Fonds et à la banque et j'ai fait et le Fonds et la banque jusqu'à mon départ en juin 2024. Donc, j'ai été vraiment chanceuse d'avoir toujours pu travailler sur Haïti pendant que je suis à l'extérieur. Et je l'ai fait avec, je dirais, c'est comme un privilège vraiment parce que être à l'extérieur, de pouvoir rentrer régulièrement dans son pays, pouvoir discuter des politiques, pouvoir appuyer les dirigeants qui se succèdent à répétition. Nous avons été assez stables dans la représentation, ce qui n'a pas été le cas pour certains pays. Et il y a certains pays qui automatiquement, mais ils sont des pays avancés. Je prends Trinidad par exemple. Non seulement ça, c'est pas un pays qui prête de l'argent. Donc, ils font ça plutôt pour une récompense et en même temps former leur cadre. Chaque 2 ans, ils s'assurent que ce qui le représente change, tant au niveau du Fonds monétaire qu'au niveau de la banque. Eux, ils ont 2 positions. C'est un pays assez riche par capita et dans la zone. Donc, je pense que c'est bon de voir, je répétais tout le monde aux dirigeants, le conseil du Fonds monétaire et le conseil de la banque, c'est comme tous les pays y sont. Vous avez tous les pays à portée de main à travers leurs représentants et il faut qu'on apprenne à faire la politique extérieure. Parce que j'ai regardé le Brésil qui nous représentait dans les 2 institutions, Banque mondiale et Fonds monétaire, par la BID. Et pendant que je suis venue, ils ont compris eux-mêmes aussi. Ils ont eu, et comme c'est leur bureau, et ils ont beaucoup de monde qui peuvent mettre, ils ont mis des diplomates. Et quand vous écoutez les discussions au Conseil, vous voyez que les pays font leur politique étrangère à travers les positions qu'ils prennent sur les politiques économiques des autres pays. Et en Haïti, on n'est pas encore arrivé à maîtriser ces organismes. Et je regarde mes collègues africains, j'ai appris beaucoup d'eux. Ils ont beaucoup maîtrisé ces organismes. Et la plupart de ces pays, ils savent utiliser ces institutions pour le bien-être de leur pays. J'ai appris beaucoup d'eux parce que, comme il y a beaucoup de similarités, et les instruments qui sont utilisés en Haïti, tant au niveau de la Banque mondiale qu'au niveau du Fonds monétaire, sont la plupart du temps les mêmes instruments qui sont utilisés, évidemment, dans les pays en voie de développement. L'Afrique, l'enveloppe de la Banque mondiale pour les pays en développement, c'est l'IDA, et plus du 3/4 de cette enveloppe va à l'Afrique. Donc, si nous ne faisons pas l'effort de maîtriser les mécanismes, je les ai maîtrisés en m'assurant que dans toutes les réunions, j'écoute, je lis les documents plus que nécessaire et je parle avec les collègues. Et ils étaient nos alliés, je dirais, naturels. On discute et il faut se trouver des alliés lorsqu'on va prendre une position. On a pu développer un mécanisme. Nous avons, heureusement, quelques années après être arrivé, j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Certains de nos pays sont représentés par des pays avancés ou des pays moyens, mais nous sommes le seul pays moins développé de la zone. Donc, lorsqu'on nous met dans une zone Amérique latine et Caraïbes, nous sommes les seuls à avoir les mêmes problèmes. Il y a certains points communs. Nous pouvons avoir temporairement des objectifs communs avec la Caraïbe, des objectifs communs avec les pays de l'Amérique centrale pour certains financements. Mais beaucoup de mes collègues à l'époque n'ont pas une chaise à eux, ils n'ont pas une circonscription à eux. Donc, ils sont noyés dans une chaise d'un pays avancé. Donc, nous, en tant que, et je cherche le mot advisor, en tant que conseiller et représentant de pays au sein d'une circonscription, nous avons remarqué que ça nous faisait tort. Parce que si on va aux négociations IDA, les pays donateurs sont là, et même si nous sommes là, ce sont encore
ceux qui sont donateurs, qui vont prendre les décisions sur l'utilisation de l'argent, sur les besoins. Donc, nous sommes battus avec l'aide du Brésil, entre autres, pour avoir des représentations supplémentaires. Quand on a commencé, il y avait seulement 9 groupes régionaux, 9 représentants de tous les pays de l'IDA. On est arrivé à 15. Et dans les 15, l'Amérique latine et la Caraïbe, on a eu 2. Et nous nous sommes battus pour l'avoir pour Haïti. Et depuis IDA 18, la chaise est restée avec. Et chaque 3 ans, il faut se battre pour la garder. Donc, quand nous avons réalisé ça aussi et que nos dirigeants venaient aux assemblées annuelles, aux assemblées du printemps, alors que nous sommes à l'intérieur toute l'année, nous savons en profondeur les discussions, les questions. Lorsqu'ils sont dans les réunions, ils posent des questions, ils posent des problématiques et on est capable de leur répondre quelque chose de superficiel parce qu'ils ne maîtrisent pas à fond pour retourner encore et dire non, mais ça existe déjà, qu'est-ce que vous me dites? Ça ne va pas nous aider. Donc, lorsque nous avons réalisé ça, nous avons fait un groupe d'advisors, de conseillers des pays récipiendaires que j'ai eu l'honneur lors de la 2e rotation de coordonner. Et ça a renforcé notre voix au sein de l'institution. Et notre règle était, si un pays n'a pas, si le représentant au niveau des conseillers, ce n'est pas un pays en voie de développement, on ne le veut pas dans le groupe. Parce qu'on ne veut pas un agenda extérieur à s'insérer dans l'agenda de nos pays. Ça a renforcé notre voix. Ça a renforcé, et maintenant, c'était plus des discours juste pour faire des discours, mais nous suivions régulièrement et les discussions de politique et nous avons pris l'habitude aussi d'émettre un communiqué conjoint qui représente les revendications des petits pays qu'on appelle small states ou les SID au niveau des Nations Unies, qui représente les pays très endettés de la Caraïbe et tout. Donc, nous faisons une déclaration qui représente les politiques que nous voulons. Et ça a eu du poids parce que il y avait plus des discours je dirais, diplomatiques et tout. Donc, et dans ce cadre, moi, j'ai appris aussi, et c'est pourquoi je le répète, on doit apprendre à mieux saisir les institutions internationales et on doit apprendre à se coordonner à l'intérieur du pays et aussi avec les pays qui pourraient être de vrais alliés d'Haïti. Et donc, je vais me permettre une question. Oui. Et donc, on est directement passé sur l'un des volets de votre ministère et on va retourner au volet de planification. Mais justement, en parlant d'Haïti, et voyant que le multilatéralisme est questionné aujourd'hui, il y a repenser un peu la dynamique de collaboration, de même en Haïti avec certains acteurs, mais aussi peut-être une nécessité, mais aussi qui est profonde, et de tous, de parler de partenariat et aussi de travailler ensemble dans une logique d'opportunité, pas simplement dans une logique de pallier à des problèmes. Comment vous pensez et quelles suggestions donnez-vous ou discutez avec les différents partenaires internationaux comment travailler ensemble dans un but commun? Haïti, et on le défend dans ce programme, est un pays avant tout d'opportunité, avec ses défis. Et comment on peut regarder aussi justement ce verre à moitié plein, ou 3/4 plein, ou 2/3 plein, et construire là-dessus, au lieu de simplement répondre aux réalités quotidiennes, mais aussi garder justement comme une application, c'est ce cap vers le futur, cette planification qui permet d'avoir des éléments de vision et de construire aussi avec des éléments de long terme. Et cela requiert plus de coordination, peut-être un autre engagement à la coopération internationale. Et on voudrait vous écouter à propos de quelles sont les idées. Je suis certain que vous en parlez de façon continue. Oui, c'est un sujet qui me fatiguait avant, qui me fatigue encore plus depuis que je suis ministre de la coopération externe. Il y a à 2 niveaux. Il y a au niveau national. Je commence par là. Il y a une coordination qui doit être faite. La communauté internationale, pour certains, ça les arrange, et ne peut pas avoir plusieurs interlocuteurs à choisir. Il faut que nous soyons clairs pour certains sujets qui est l'interlocuteur principal. Bien sûr. Nous ne pouvons pas avoir un flou en ce qui a trait à qui reçoit les informations sur l'assistance technique et financière.
il faut que ça soit quelque part. Parce que si nous allons, nous autres, faire des plans de développement, si nous allons faire des budgets d'investissement et que nous ne savons pas ce que fait tel partenaire, parce que c'est un autre ministère qui le sait, ou ça peut ne pas être le ministère, même à l'intérieur d'un ministère, parfois, il y a une entité déconcentrée qui travaille et le ministère ne sait pas, ou vice-versa. Le ministère a négocié, il sait, l'entité déconcentrée qui est vraiment le partenaire n'est même pas au courant qu'il y a un programme qui est financé par par un bailleur. Ça, c'est inacceptable. Et c'est ce que je vis depuis que je suis venue ici. Bien sûr. Et je pense que ça s'est empiré. Ça existait déjà quand je travaillais au ministère des Finances. Ça s'est empiré de beaucoup. Je suppose à cause des grands chocs qu'on a eus et avec les crises politiques, entre autres, et institutionnelles, la coordination s'est effondrée. Ça s'est effondré à notre niveau. On doit avoir des mécanismes pour que nous parlons d'une seule voix en tant qu'État haïtien. Pour que lorsque quelqu'un va à un forum, et moi je l'ai observé de l'extérieur, et je vais pas citer de dossier, mais pour le même dossier, je vois une délégation venir d'un ministère aujourd'hui, une autre venir d'un autre ministère demain, et il y a eu aucune communication pour que celle qui vient aujourd'hui soit au courant de ce qui avait été dit hier. Nous avons même eu des représentations auxquelles nous ne savons même pas que nous faisons partie. J'ai été appelée, par exemple, à participer à une réunion pour Haïti, et j'oublie le nom maintenant, institution qui couvre l'agriculture. C'est pas la FAO, c'est pas l'ICA, et qui fait des financements. Et un jour, je suis comme ça à la Banque mondiale. Ah, il y a telle réunion demain, et le responsable pour Haïti ne pourra pas être là. Est-ce que vous pouvez venir représenter Haïti? J'ai demandé de me donner l'agenda. J'ai été, j'apprends que c'est une institution qui finance surtout l'agriculture et autres, et qui a des ressources supplémentaires. Nous étions représentés à un certain moment par un cadre du ministère de l'Agriculture, mais de manière informelle. Et là, nous n'avions personne. Ensuite, nous avons été représentés par un pays de l'Amérique latine qui ne dialoguait même pas avec nous pour décider pour nous. Mhm. Donc, si nous ne maîtrisons pas ce qu'on fait en notre nom, nous ne maîtrisons pas quels sont les organismes qui existent, je ne vois pas comment on pourra bien tirer profit de ce qu'il y a comme opportunité. Surtout que les organisations traditionnelles, BID, Banque mondiale, Fonds monétaire, et des partenaires traditionnels sont en train de diminuer. Les pays africains ont un mécanisme chaque année, avant qu'il y ait l'assemblée annuelle du Fonds et de la Banque mondiale, tous les pays africains se réunissent dans un pays africain. Et ils se concertent. Ils se concertent, ouais. Ils concertent leurs représentants au sein de l'institution. On passe presque une demi-année à travailler là-dessus. Je dis on passe parce que nous nous sommes insérés dans ce mécanisme. Ils nous ont invités une première fois et nous sommes observateurs. Mais nous n'utilisons pas assez encore. Donc, le niveau du poste compte pour beaucoup. Mais vous êtes vraiment à la merci de qui représente le pays qui vous représente. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on ait des stratégies, il faut qu'on connaisse bien. Et il faut aussi qu'on prenne l'habitude à se serrer les coudes. J'ai rencontré... Donc, l'union fait la force. Ouais. Et on ne pratique pas ça assez. Et j'ai eu l'impression parfois que chaque fois que certains voient que quelqu'un a la capacité de monter, on fait tout pour l'écraser. Donc, je le dis. Et je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer ce que je dis, mais c'est ça que j'ai vécu. Et je ne pense pas que c'est loin de la réalité en général. Donc, il faut qu'on se serre les coudes en tant que gouvernement, que tout le monde soit au même niveau d'information, surtout ceux qui négocient au nom d'Haïti. Et les partenaires auraient intérêt à coordonner leurs actions aussi. Nous partageons exactement les mêmes valeurs. Transparence, alignement, coordination. Et je pense que ce partenariat, c'est avant tout justement cette volonté et ces souhaits partagés. Je me permets de rajouter sur les thèmes de la coopération, parce qu'il y a une dimension qui apparaît de plus en plus, c'est celle du secteur privé, non? Et comment aussi les alliances publiques-privées, où le public a une aversion du risque, disons, qui est un peu différente, et aussi a une vision de plus long terme, peut prendre certaines actions qui peuvent justement préparer le terrain et faire venir le privé
comme un élément complémentaire. Et donc, on parle de ce fameux de-risking que le public peut le faire, que ce soit naturellement les ressources publiques haïtiennes, des différents partenaires. Comment on peut justement renforcer ces relations de façon à ce qu'aussi on facilite et on puisse apporter un secteur privé, mais avant tout qu'il y ait une conscience aussi à caractère de développement, et pas seulement dans une logique de profit. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Et est-ce que vous voyez peut-être certains projets qui vous donnent espérance qu'on va dans la bonne direction, ou que ça peut être des pilotes qui peuvent donner un modèle? Je suis certain qu'il y en a quelques-uns, et je pense que nous en parlé dans le passé, mais je pense que c'est une donne qui est intéressante et qui vaut la peine de mettre en avant. Et si le secteur privé arrive aussi, je pense que c'est aussi une validation qui a certaines conditions en termes de stabilité, en termes de croissance. Donc, il y a aussi certaines, disons, dimensions à prendre dans ce sens-là. Donc, privé, coopération, secteur privé. Comment vous le voyez depuis votre perspective? Pour le secteur privé, je pense qu'il y a deux types de de-risking. Le de-risking principal, c'est la sécurité. Bien sûr. Ça, je dis ça au préalable. Maintenant, le de-risking financier. Mais disons qu'on fasse du de-risking en dehors de l'Antibonite et en dehors du département de l'Ouest. Tout le monde aujourd'hui parle du Nord. Du Nord, du Grand Sud. Haïti a aussi d'autres réalités en termes de sécurité. Est-ce qu'il y a aussi des réalités où justement le privé peut rentrer avec une autre perspective? Le secteur privé doit être le moteur principal de la croissance. Et on doit l'accompagner. L'État ne peut pas tout faire, même lorsque l'État serait en meilleure position qu'aujourd'hui. L'État ne peut pas être le principal employeur. C'est avec le secteur privé qu'on doit compter sur la croissance. Le secteur privé doit quand même trouver un encadrement. Des services publics, bien sûr, des routes. Et je regarde le Nord. Le Nord a un potentiel énorme et ça fait des années qu'il y a des déplacements vers le Nord, même des industries. Au-delà de l'infrastructure physique, lorsqu'on veut embaucher des gens qualifiés, les attirer de Port-au-Prince, sans compter l'insécurité. Le problème qui revenait tout le temps, c'est une personne est obligée d'aller seule. Quelles sont les institutions? Il y a de bonnes écoles, mais pas assez. S'ils ont des enfants, s'ils ont une famille, il faut qu'il y ait tout un cadre pour que quelqu'un dise « Ah, OK, écoute, Port-au-Prince ne m'intéresse plus. Je peux trouver mieux dans le Nord. Je peux trouver mieux dans le Sud. » Donc, il y a un secteur privé et il faut encourager les nouveaux entrepreneurs aussi. Parce qu'on a pris l'habitude dans le pays, si on ne connaît pas du monde, c'est toujours des relations qui font les entreprises augmenter. Et je suis sûre qu'à part les entreprises traditionnelles, qu'il y a toute une nouvelle classe d'entrepreneurs que je vois, que mes collègues du MCI, entre autres, et parfois le ministère des Finances, la Condition féminine, encadrent des jeunes entrepreneurs, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que il faut aussi aider à avoir un cadre où que le risque est moins élevé et qu'ils aient pas accès à un financement aujourd'hui. Et puis demain, quand vous avez parlé du de-risking, la Banque mondiale était venue avec un instrument de de-risking au niveau de AFC. On a beaucoup travaillé là-dessus avec la Banque centrale et on pensait vraiment private sector window, la fenêtre pour le secteur privé. La Banque centrale avait pris l'initiative d'inviter le secteur bancaire. On était tous prêts d'en tirer profit. Mais le secteur bancaire, lorsqu'ils ont reçu les détails, nous ont dit que c'est trop cher. Malgré le de-risking, ce qu'on leur demande, c'est trop cher. Donc, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de projets, contrairement à ce qu'on avait pensé, qui ont bénéficié du PSWE, de la fenêtre du secteur privé. Donc, il y a des travaux à faire des deux côtés. Il faut qu'on puisse faire un lobbying. De-risking au niveau de l'État, oui. On peut, et je crois qu'on l'a fait par le passé, mais il faut que ça se fasse sur une base transparente et de compétition. On peut avoir un fonds pour diminuer le coût des projets, surtout dans des secteurs comme l'agriculture et autres, qui sont très risqués. Pour une ONG, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais lorsque les organisations internationales forment des structures et aussi prennent nos cadres, mais il faut qu'on arrive à une situation dans l'État qu'on puisse payer convenablement.
les fonctionnaires publics. Et cela implique repenser la fonction publique, repenser la rémunération de la fonction publique. D'après moi, ça commence par là. D'après moi, on a essayé de compenser de manière par petits bouts. Chaque ministère compense à sa manière avec une carte de débit. Mais le hic de tout ça, quand ces gens-là seront prêts à prendre leur pension, c'est sur le salaire, eux, qu'ils auront leur pension. Donc, ils investissent tout ça. Mais au-delà de ça, il faut que les fonctionnaires soient payés mieux, soient mieux rémunérés. On n'aurait pas autant qui partent. J'avais suggéré au départ, j'ai dit, le mieux serait de fermer le ministère pendant quelques mois et de laisser seulement le personnel essentiel des directions techniques venir et de continuer à les payer. Mais déjà, on aurait fait beaucoup d'économies parce que avoir le personnel, il faut fournir l'électricité, etc., malgré qu'il y a eu des problèmes à ce niveau aussi. Et ce que je remarque aussi, ceux qui sont là et qui touchent et qui ne veulent pas travailler empêchent aux autres de travailler. Donc, ça a l'air d'être cynique, mais je pense que parfois, il faut prendre des mesures difficiles. Donc, on n'a pas pris cette mesure. Je me suis retrouvée dans un ministère qui avait beaucoup de problèmes et déceler, premièrement, le personnel qui est effectivement là, à part le paiement par chèque, il y a les paiements des contractuels qui ne passent pas par nécessairement le trésor. Il y en a d'autres qui sont en Haïti, donc seulement faire le paiement par chèque, ça, c'est seulement vérifier ceux qui sont physiquement présents qui peuvent venir prendre leur chèque. Comment savoir s'ils travaillent vraiment? Et c'est pourquoi j'avais demandé aux Nations Unies de nous aider à faire une mini-évaluation, pas du personnel, mais de la manière dont les directions sont... On a des lois qui datent d'avant. Oui, il y a une loi organique dans les tiroirs, une proposition, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, mais qui n'est pas nécessairement appropriée. Mais il y a des façons de faire qui sont devenues informelles. Les procédures nouvelles ne sont pas écrites. Il y a plein de problèmes. Donc, pour pouvoir faire fonctionner l'administration, et moi, je prends l'exemple du ministère seulement que je dirige, il y en a plein d'autres. J'ai fait une expérience au ministère des Finances récemment, mais c'est là que j'avais, entre guillemets, grandi au ministère des Finances, bien qu'il ait changé beaucoup. Mais l'expérience que je fais à la planification est vraiment différente. Je connaissais la planification dans les années 80-90 jusqu'au début des 2000. Et je me rappelle des discussions, c'était des discussions entre pairs, ministère des Finances et Plan. Et on discutait surtout au niveau, je dirais, technique. On n'est pas d'accord de telle approche. Mais ce que j'ai trouvé au Plan, en termes de... Et je ne veux pas accompagner de ministère parce que je sais que ça va fâcher les uns et les autres, mais je ne vois pas comment je peux comparer avec ce qui existait. Et ce que j'ai trouvé aujourd'hui est très loin de ce que je connaissais au début des années 2000. Si chacun d'entre nous, nous choisissons d'être un colibri. Le colibri, c'était quoi? Il y avait un feu, il a un petit bec. Il a essayé de prendre de l'eau là pour jeter. Évidemment, le feu n'allait jamais s'éteindre. Puisqu'il le faisait, il y a un autre animal qui l'a suivi, je ne sais pas dans quel ordre, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'éléphant, avec sa grande trompe, et le feu a été tué. Donc, arrêtez de dire qu'on ne peut pas changer. Si chacun d'entre nous qui y croit et qui veulent être intègre et qui veulent changer notre pays, choisissent d'être un colibri, on aura un autre pays. C'est exactement le titre de cette émission. Oui, Haïti capable, et on doit le faire ensemble. Donc, vous nous revenez exactement sur ce thème de conviction qui requiert du courage et des décisions difficiles et de temps en temps aller à contre-courant sur certaines réalités. Donc, et accepter à vivre humblement. Quand je suis entrée en 88, après mes études universitaires, au niveau de la licence, j'ai même des gens de ma famille qui s'agaçaient parce que je travaillais tout le temps. Ou pas comprendre Haïti, c'est qu'à l'Ouest. Je traduis. En Haïti, c'est... Tu peux avoir le chèque, mais tu n'es pas obligé de travailler. Donc, si tout le monde se met en tête que c'est ça, on aura le même pays. Exactement. Il faut que tout le monde ait... Et puis, quand vous prenez un poste de direction, vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir un poste de direction et refuser de dire que cette personne n'est jamais là.
Alors oui, je veux terminer sur une note aussi. Vous êtes le ministère de la Planification et naturellement la coopération externe, et cela c'est aussi basé sur une vision, cette conviction que vous avez partagée. Et je voudrais que vous passiez un message d'opportunité, de vision de cet Haïti qui, malgré les différents défis auxquels le pays fait face, c'est un pays qui y croit, qui, je le mets dans, qui se bat pour changer des réalités dans le sens positif de la parole. Qu'est-ce que vous leur passez comme message, dans un message justement de cette logique de Haïti capable? Je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient découragés. Et comme j'ai dit, il faut que nous soyons tous des colibris, et je parle même des gens de ma génération. J'ai eu l'opportunité je pense à 2 jeunes. Il y en a un que j'ai rencontré quand je suis devenue ministre, mais que j'ai rencontré par hasard à travers des échanges d'emails qui n'ont pas été initiés par moi. Comme j'étais représentante d'Haïti, la Banque mondiale m'avait écrit une fois pour me dire qu'il y a un jeune qui a gagné un concours. Mm-hmm. Et la personne était hors de Port-au-Prince, n'avait jamais vécu à Port-au-Prince. Il avait besoin de passeport pour venir parmi les finalistes pour prendre son... C'est une longue histoire, mais l'essentiel, c'est que cette personne qui a étudié complètement en province n'a pas pu partir pour des raisons de grève et autres. C'est compliqué. Et quand même, j'ai eu un œil et j'ai partagé ça à l'époque avec les responsables de la Banque centrale qui étaient en mission avec moi. Il m'a dit, ah, tu aurais dû me dire ça, etc. Et puis j'ai dit, ah, je vous demande à un des responsables, vous allez lui rendre un seul service, que ce soit ce que vous faites, invitez-le comme ça, il pourra frotter les épaules avec d'autres à Port-au-Prince. Maintenant, 2 ou 3 ans plus tard, ce jeune homme a étudié 2 maîtrises en ligne. Il n'a pas fait le choix des gangs. J'en rencontre comme ça. Donc les jeunes, leur partition, et j'encourage toujours les jeunes, surtout les jeunes femmes. Je leur ai donné beaucoup, les jeunes femmes stagiaires qui sont venues au ministère, je leur ai dit, n'oubliez jamais que vous êtes des femmes dans une majorité d'hommes. Dans les stagiaires, je crois qu'il y en a 3 parmi de femmes. Lorsqu'ils veulent bien choisir, ils savent qui choisir. Donc, en tant que jeunes, étudier, les opportunités viendront. Et nous, au niveau du ministère de la Planification, nous ne faisons pas de construction, des choses comme ça. On a choisi d'avoir un projet de régénération des ressources humaines, du capital humain, parce que beaucoup de jeunes sont partis avec de l'expertise, mais il y a d'autres expertises aussi à donner au pays. Nous ne sommes pas le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales et du Travail. On a consulté tout le monde. Et l'année dernière, on a mis un programme qui tarde, parce qu'on n'a pas encore viré l'argent, ça fait plus d'1 mois, qui tarde à commencer, alors que je pensais commencer en octobre. On a commencé dans les régions, ou du moins le projet, c'est pour 8 communes, 4 dans le nord, 4 dans le sud, 100 chacune. On va former des jeunes, parce qu'il y a une autre chose aussi, les jeunes doivent se mettre qu'ils doivent avoir le baccalauréat et un diplôme universitaire pour réussir leur vie. Il y a plein de carrières maintenant, particulièrement basées sur l'informatique, qui ne demandent pas ça. Il y a des métiers, il faut respecter les métiers. Donc, nous avons dit, OK, comme l'informatique aujourd'hui est indispensable, on va donner l'opportunité, c'est un projet pilote, on veut élargir cet exercice. 800 jeunes, 100 dans 4 communes au nord, 100 dans 4 communes au sud. Mais ce n'est pas ça seulement. Et nous, en termes de secteur aussi, je regarde la défaite qu'on a parce qu'on n'a pas renouvelé la loi. On a perdu beaucoup d'emplois. Mais nous avons tort aussi. On a misé sur un seul secteur. Ça, c'est une erreur capitale. Comment est-ce qu'on peut miser seulement sur le textile? Et d'ailleurs, et n'en déplaise mes amis du secteur privé de cette République qui ont fait tout le lobbying, oui, on a besoin le plus d'emplois que possible. Le textile doit être une des sources d'emploi. Mais on doit penser aussi à avoir une plus grande valeur ajoutée que le textile. Pourquoi est-ce qu'Haïti ne peut pas faire des pièces informatiques? On doit diversifier ce qu'on donne à nos jeunes. Écoutez, nous voyons de plus en plus que, justement, il y a des jeunes qui croient, il y a des jeunes qui se feraient leur propre chemin, qui le font avec conviction et avec persistance, parce que le chemin n'est pas facile.
mais il y a des histoires de succès. C'est exactement ce dont on veut parler dans ce programme, justement, que Haïti a potentiel et cela commence par son capital humain. Et cela commence par sa jeunesse. Donc, on est totalement sur la même ligne. Je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, de nous faire votre présence et avoir le luxe d'avoir cette conversation, d'écouter vos propos. Et je pense que ce n'est que partie remise pour parler d'autres choses, peut-être dans un autre épisode, et de vous inviter à nouveau. Merci. Encore merci, ça fait un plaisir. Merci encore. Je vous en prie. Merci à nouveau, Madame la Ministre, pour cet échange qui nous rappelle une vérité essentielle. Haïti a les compétences, elle a les talents, elle a la capacité de planifier et de piloter son propre développement. Votre parcours en est la preuve vivante. Vous incarnez cette génération de professionnels et surtout de leaders haïtiens et haïtiennes de très haut niveau qui choisissent de mettre leur expertise au service du pays et qui refusent la fatalité. Ce que vous nous montrez aujourd'hui, c'est qu'Haïti peut planifier et surtout exécuter. La planification et l'action ne sont pas deux choses séparées. Elles sont les deux faces d'une même pièce. Planifier avec rigueur, c'est déjà agir. Et passer à l'action sans planification, c'est aussi gaspiller des ressources précieuses. C'est donc dans cette discipline qui fait la différence entre l'agitation et la transformation réelle. Le développement d'Haïti ne se fera pas en attendant que les conditions soient parfaites. Et Madame la Ministre en était très claire. Il se construit maintenant dans les territoires stables, avec les entrepreneurs qui osent investir, avec les jeunes qui innovent, avec les institutions qui se renforcent et qui coordonnent leurs efforts. Votre travail, Madame la Ministre, au MPCE, n'est pas seulement technique, c'est un acte de conviction. La conviction que la planification peut devenir un outil puissant de transformation, que la coordination est possible et que chaque projet bien exécuté renforce la crédibilité de l'État haïtien. C'est précisément cette conviction, cette alliance de la rigueur et de l'action qui donne tout son sens à notre credo. Oui, Haïti capable. Ce n'est pas simplement un slogan, mais le reflet d'une réalité que l'on voit à l'œuvre dans le Grand Nord qui se développe, dans le Grand Sud qui se relève, dans l'innovation de la jeunesse et dans la créativité des entrepreneurs. Et je n'en cite que quelques-uns. C'est justement cet Haïti en mouvement qui choisit d'être défini non par ses défis, mais par sa résilience et surtout par sa détermination à bâtir son avenir. Cette émission, ce soir, se termine, mais c'est pour mieux laisser la place à l'action qui continue. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci à tous pour cette leçon de leadership si tangible et inspirante. Et merci à chacune et à chacun d'entre vous de croire jour après jour en un avenir possible. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Oui, Haïti capable. Oui, continuez à croire, continuez à agir, car oui, Haïti capable.